Le régime israélien continue de mener des attaques meurtrières à Gaza, entraînant la mort de Palestiniens à un rythme alarmant. Les bombardements se concentrent principalement sur la ville de Gaza, où les conséquences humanitaires sont dévastatrices. Selon des sources médicales, au moins 33 Palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes à travers Gaza depuis l'aube. Au moins 24 victimes ont été tuées dans la ville de Gaza, où l'armée israélienne a intensifié son offensive. Parmi les frappes les plus récentes, une attaque a visé le camp de réfugiés de Nusayrat, causant la mort d'une personne et blessant plusieurs autres. Cette escalade de violence s'inscrit dans un contexte plus large de bombardements intensifiés, notamment sur les hôpitaux Shifa et Elou, qui sont déjà surchargés et vulnérables. L'hôpital Shifa, qui accueillait à ce moment-là 12 nouveau-nés, a été touché par une frappe, entraînant une perte de contact avec le personnel médical et laissant leur situation incertaine. Parallèlement, des forces israéliennes ont ouvert le feu sur des civils à Khan Younes, tuant 2 Palestiniens qui faisaient la queue pour recevoir de l'aide humanitaire, illustrant ainsi la brutalité de la situation sur le terrain. En plus des bombardements, Gaza est confronté à une famine dévastatrice, imposée par le régime israélien qui a déjà causé la mort de centaines de personnes, y compris des enfants. Au moins 50 Palestiniens, dont 5 demandeurs d'aide, ont été tués et 184 blessés dans des attaques israéliennes dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé de l'enclave. Le bilan de la campagne génocidaire menée par les États-Unis et Israël depuis le 7 octobre 2023 dépasse les 66 000 morts, un chiffre tragique qui souligne l'ampleur de la crise actuelle. La situation à Gaza, depuis 2 ans, elle ne cesse de se détériorer, malgré tous les efforts diplomatiques et judiciaires, c'est-à-dire à commencer par la plainte qu'a déposée l'Afrique du Sud contre l'entité sioniste à la Cour internationale de justice, suivi des décisions d'arrêt qui ont été émises par la Cour pénale internationale contre des responsables, et notamment Netanyahou, accusés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de crimes génocidaires, de famine, qui est un crime aussi. Et pour terminer aujourd'hui avec la déclaration de reconnaissance de l'État de la Palestine. Maintenant, est-ce que cela va changer quelque chose au niveau de la situation en Israël, entre guillemets Israël? Rien ne changera tant qu'il y aura Netanyahou qui se prend pour le roi des Israéliens, pas des Israéliens, il se prend pour le roi des Hébreux, c'est-à-dire vous avez les Juifs, vous avez les sionistes et vous avez ceux qui se considèrent comme des Hébreux. Et donc, il ne s'agit plus même de créer le rêve d'un grand Israël, mais de créer, et pas seulement de créer la nation israélienne, mais de créer l'empire israélien. Là, on est totalement dans un délire qui sanguinaire, certes. On le voit à Gaza. Tous les moyens ont été utilisés par Netanyahou afin de briser la volonté, la détermination des Palestiniens à Gaza. Et malgré cela, il n'a pas réussi. Il ne réussira pas parce que c'est l'histoire qui le dit. Ce sont les règles de l'histoire, la loi de l'histoire. Vous savez, l'histoire de l'humanité depuis la création des hommes. Jamais un opprimé a accepté de se rendre quand il s'agit d'un droit. La question des Indiens aux États-Unis est totalement différente. Nous n'allons pas entrer dans ce débat. Mais par contre, tous les peuples qui ont été occupés, que ce soit occupés véritablement comme l'occupation israélienne de la Palestine, ou que ce soit à travers des mandats du genre
une forme de colonisation, une forme de mandat, que ce soit par la France, les États-Unis, etc., par la Grande-Bretagne. On sait combien la Grande-Bretagne était énorme. C'était un empire qui est arrivé jusqu'en Inde. Et malgré cela, les peuples sont attachés à leur terre et ils sont prêts à se sacrifier pour leur liberté. Le mouvement de résistance palestinien Hamas a formellement démenti avoir reçu la moindre nouvelle proposition de la part des médiateurs qataris et égyptiens concernant un éventuel cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Un haut responsable du mouvement, Hicham Badran, a précisé que le Hamas restait ouvert à toutes les idées et propositions visant à mettre fin au génocide à Gaza, mais sans compromettre ses revendications et principes nationaux. Ces propos font suite à l'optimisme affiché par le président américain Donald Trump, qui avait laissé entendre la proximité d'un prétendu accord mettant fin aux hostilités. M. Badran a souligné que ce n'était pas la première fois que les États-Unis évoquaient de nombreuses initiatives et idées, notant qu'il fallait généralement un délai significatif avant que ces initiatives ne soient formellement présentées au Hamas par l'intermédiaire des médiateurs officiels. Le responsable a insisté sur le fait que le mouvement n'avait reçu aucune proposition en rapport avec les déclarations actuellement diffusées par Trump et d'autres acteurs internationaux. Le représentant du Hamas a réaffirmé le caractère collectif des revendications palestiniennes, précisant qu'elles étaient nationales et formulées en pleine consultation avec l'ensemble des factions de la résistance palestinienne. Tout en exprimant la volonté du mouvement de mettre fin à la guerre, M. Badran a accusé Israël d'utiliser les armes de la résistance comme prétexte pour poursuivre sa guerre génocidaire à Gaza. L'Espagne a officiellement annoncé son adhésion au groupe de l'AE, une coalition de 34 pays déterminés à imposer de nouvelles sanctions contre Israël, afin de mettre un terme au génocide en cours dans la bande de Gaza. Cette décision a été révélée en marge de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le groupe de l'AE, qui représente une initiative multilatérale d'envergure, poursuit l'objectif précis d'accroître la pression internationale sur le régime israélien et de mettre fin à l'impunité dont il bénéficie pour les atrocités commises à Gaza. La coalition entend notamment veiller au strict respect des décisions rendues par la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale concernant l'agression israélienne contre la population palestinienne. Le programme d'action du groupe englobe un vaste éventail de mesures coercitives, incluant l'interdiction d'exporter des équipements à double usage vers Israël, la prohibition des livraisons militaires transitant par les ports des États membres et la résiliation des contrats publics avec les institutions soutenant l'occupation. La coalition prévoit également l'application de sanctions pétrolières ciblées et d'autres mesures punitives contre le régime de Tel Aviv, dans une approche graduelle visant à contraindre Israël au respect du droit international. Dans une démarche diplomatique significative, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a adressé une lettre officielle au secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, soulignant le caractère illégal, invalide et inapplicable de la décision de rétablir les sanctions contre l'Iran. Selon un rapport de TASS, cette communication est intervenue vendredi lors de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York et témoigne du soutien manifeste de Moscou à la position de Téhéran. Lavrov a exposé avec une clarté juridique la position russe, mettant en garde contre les conséquences institutionnelles graves si le secrétaire général acceptait de faciliter cette procédure illégale via la création de structures de secrétariat. Le chef de la diplomatie russe a qualifié une telle éventualité de grave erreur susceptible de porter encore davantage atteinte à l'autorité du secrétaire général et de son entourage. Le ministre russe des Affaires étrangères a dénoncé l'hypocrisie des États-Unis, de la France et du Royaume-Uni et de l'Allemagne, qui, après avoir ouvertement violé la résolution 2231 adoptée par un consensus il y a 10 ans, prétendent aujourd'hui
que ce n'est pas eux, mais l'Iran qui la violait. Lavrov a qualifié cette manœuvre d'attaque contre l'ensemble du système multilatéral, la structure de l'ONU et les pouvoirs du Conseil de sécurité. Rappelant les fondements du droit international, Lavrov a martelé que les États n'ont pas le droit de déformer les résolutions du Conseil de sécurité à des fins égoïstes, ni de s'ingérer dans leurs affaires intérieures, ni de recourir à la force illégalement. Des frappes en profondeur de l'Ukraine contre la Russie avec des armes américaines ne sont pas à exclure, a affirmé dimanche l'émissaire américain pour l'Ukraine Kate Kellogg sur la chaîne Fox News. Interrogé pour savoir si le président américain Donald Trump avait autorisé l'Ukraine à utiliser des missiles longue portée contre la Russie, il a répondu « En lisant ce que Donald Trump a dit, ce que le vice-président J.D. Vance a dit et ce que le secrétaire d'État Marco Rubio a dit, la réponse est oui. Utiliser la capacité de frapper en profondeur. Il n'y existe pas de sanctuaire, a affirmé M. Kellogg. Interrogé sur la même chaîne, le vice-président J.D. Vance a indiqué que Washington envisageait aussi de vendre aux Européens des missiles Tomahawk à longue portée pour livrer à l'Ukraine. Comme le président l'a dit, nous y réfléchissons, a dit Vance en précisant que Washington examinait un certain nombre de demandes des Européens. Moscou a de son côté déclaré qu'il n'y a pas de panacée capable de changer la situation sur le front pour le régime de Kiev. Il n'y a pas d'armes magiques, que ce soit les Tomahawk ou d'autres missiles, ils ne peuvent rien changer, a réagi le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, lors d'un point de presse à Moscou. Ces déclarations s'inscrivent dans le cadre d'un changement de ton significatif de l'administration Trump vis-à-vis du conflit depuis quelques jours. La semaine dernière, Donald Trump avait jugé que Kiev pourrait regagner son territoire dans sa forme originelle, et peut-être même aller plus loin, après avoir assuré pendant des mois que l'Ukraine devait au contraire probablement céder des territoires. Le vice-président américain J.D. Vance avait déclaré de son côté que Donald Trump était de plus en plus impatient vis-à-vis de Moscou, tandis que le secrétaire d'État Marco Rubio exhortait son homologue russe Sergueï Lavrov à arrêter la tuerie en Ukraine. Kiev affirme négocier avec Washington une super affaire militaire d'une valeur de 90 milliards de dollars, selon Politico. L'accord incluait des armes à longue portée et d'autres systèmes offensifs. Moscou dénonce une opération visant à prolonger le conflit et à empêcher toute issue politique durable. Volodymyr Zelensky a confirmé que les autorités de Kiev négocient actuellement un vaste accord avec les États-Unis pour l'acquisition d'armements, y compris des armes à longue portée. Selon le média américain Politico, qui cite des déclarations, la valeur estimée de cette transaction pourrait atteindre 90 milliards de dollars. Le président ukrainien a indiqué avoir discuté de cette super affaire avec Donald Trump, affirmant que les grandes lignes avaient été discutées et convenues. Il a précisé « Nous avons remis au président américain une demande détaillée avec illustration de ce que souhaite l'Ukraine », rapporte Politico. Kiev serait prêt à conclure des accords séparés pour certains types d'armements, notamment des armes de longue portée. Le président ukrainien a déclaré que ces équipements auraient déjà été utilisés si nous les avions eus. Toujours, selon Politico, une délégation technique ukrainienne doit se rendre à Washington en octobre pour approfondir les discussions. Une autre visite est prévue entre Yulia Sviridenko, chef du gouvernement de Kiev, et des responsables américains pour évoquer des projets d'investissement conjoints. Le premier groupe aérien européen, Lufthansa, a annoncé lundi la suppression de 4000 postes d'ici 2030, essentiellement en Allemagne, dans le cadre d'un plan visant à renforcer sa rentabilité. Cette réduction d'effectifs, la plus importante depuis la pandémie de Covid-19, ce sera en concertation avec les partenaires sociaux et l'accent sera mis sur les postes administratifs plutôt que sur les fonctions opérationnelles,
a précisé l'entreprise allemande dans un communiqué publié lors de la journée investisseurs du groupe. Le groupe, employant 103 000 personnes dans le monde, réduira ses effectifs via la numérisation, l'automatisation et la rationalisation des processus, précise-t-il. Le syndicat des services Verdi ne va pas accepter un véritable saccage du personnel au sol, a commenté Marvin Rachinski, membre du syndicat et du conseil de surveillance de Lufthansa, dans un communiqué. Il ajoute que les prochaines négociations collectives, début 2026, donneront l'occasion de défendre les droits, en particulier des 20 000 personnels au sol de la compagnie. Le syndicat accuse par ailleurs les politiques aériennes allemandes et européennes, avec les normes environnementales et la fiscalité, de menacer la compétitivité du secteur et de Lufthansa en particulier, provoquant la perte d'emplois et de lignes aériennes dans le pays. Lufthansa prévoit d'économiser 300 millions d'euros de charges par an à compter de 2028 grâce à la réduction des effectifs, selon une présentation aux analystes. Ce plan va l'aider à atteindre de nouveaux objectifs pour la période 2028-2030 détaillée lundi, notamment une marge opérationnelle ajustée de 8 à 10% contre 4,4% en 2024. La capitale péruvienne a été le théâtre de nouvelles violences politiques, avec au moins 19 blessés, dont un policier, lors d'affrontements entre forces de l'ordre et jeunes manifestants aux abords du Congrès à Lima. Des centaines de jeunes protestataires ont engagé dehors avec la police anti-émeute, recourant à un arsenal improvisé comprenant pierres, feux d'artifice et cocktails Molotov. Les forces de l'ordre ont répliqué par un usage intensif de gaz lacrymogène et de balles en caoutchouc, parvenant à disperser les manifestants après 2 nuits consécutives de troubles. La controverse enfle concernant les méthodes policières, plusieurs organisations de défense des droits humains dénonçant un usage excessif de la force, accusation que les autorités rejettent catégoriquement. Ces manifestations expriment une colère grandissante envers le gouvernement de la présidente Dina Boluarte et son Congrès, alimenté par une série de scandales de corruption et l'adoption d'une loi controversée sur les retraites. La frustration populaire puise également ses racines dans le lourd bilan humain laissé par l'accession au pouvoir de Mme Boluarte fin 2022, après l'éviction mouvementée de Pedro Castillo, où des dizaines de manifestants avaient trouvé la mort.